Notre invité ce matin, Manuel Valls, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le 15 décembre dernier, vous étiez à Fleury-Mérogis. La situation dans les prisons est difficile actuellement. Les surveillants de prison sont aux portes de leur prison, en colère, très en colère. Il y a des problèmes de rémunération, il y a des problèmes d'emploi et il y a des problèmes sécuritaires dans ces prisons. La radicalisation de nombreux détenus. Ça vous inquiète ? Oui, bien sûr. D'abord, moi j'aborde Oui. cette question avec modestie. J'ai gouverné. Oui. C'est une situation difficile depuis très longtemps. Il n'y a pas sur tous les sujets des certitudes. Et puis nous avons peut-être perdu, les uns et les autres, il faut le reconnaître, beaucoup de temps par rapport à une profession qui souffre d'abord, me semble-t-il, je parle évidemment des gardiens de prison, Oui. des hommes, des femmes courageux qui font un métier difficile, mais qui souffrent peut-être d'abord d'un manque de considération. D'ailleurs, ça se voit dans le fait que, par exemple, dans les concours, il y a moins de personnes qui se représentent. Ou qu'il y a aussi, on me parle de 1800 postes vacants aujourd'hui dans la pénitentiaire. Ça veut dire que parfois, ceux qui Ça veut ont dire commencé dans qu'aucun ce métier... gouvernement, pourquoi est-ce qu'aucun gouvernement ne s'est vraiment penché sur le cas des surveillants Non, de prison? on s'est penché sur ce sujet-là. En pourquoi 2015, vous n'avez par pas exemple, apporté les bonnes réponses alors en 2015, Oui. on a créé 1000 postes supplémentaires. Mais encore faut-il qu'ils soient tous pourvus. Oui. Il y a, me semble-t-il, un plan qui a été présenté en octobre ou en novembre 2016 par Jean-Jacques Urvoas, qui à ce moment-là était garde des Sceaux, qui prenait la pleine mesure, mais c'était tard, de la radicalisation et des moyens qu'il fallait y apporter, mais aussi des investissements nécessaires pour la pénitentiaire. Donc je pense qu'il faut prendre en considération les revendications des surveillants de prison. Les augmenter. Oui, parce qu'il y a une demande de reconnaissance, d'abord de reconnaissance tout simplement. Quand il y a un policier ou un gendarme ou un militaire qui subit une attaque, on se rend tout de suite à ses côtés, à son chevet. Parfois, je parle de ces dernières années, je ne parle pas de la garde des Sceaux actuelle, mais on a parfois tardé les uns et les autres à se rendre à leur côté. Ils ont besoin de reconnaissance, d'empathie, d'un contact presque personnel. Ils ont évidemment aussi une attente en matière de rémunération, de primes, de formation, d'emploi. Donc ce travail doit être évidemment fait. Et puis il y a la sécurité dans les prisons. Et puis il faut pour le personnel. Il y a la sécurité. Donc il faut poursuivre ce qui avait été engagé, la revalorisation du métier de gardien. Et puis il y a toutes les mesures en matière de sécurité au quotidien qu'il faut continuer à apporter. La déradicalisation dans les prisons, vous y croyez? Non. Alors, ça c'est autre chose en plus. Il y a la question de la surpopulation carcérale. Donc, il faut construire de nouvelles prisons, rénover beaucoup des prisons actuelles. Et donc, tous les terrains qui avaient été réservés, notamment par Jean-Jacques Urvoas, en tout cas par l'administration, quand il était garde des Sceaux, ces terrains doivent être réservés, confirmés, pour qu'on puisse construire. Parce que moi, je pense qu'il faut construire environ 15 000 places. Mais on construit pas. Vous étiez Premier ministre, vous aviez annoncé la construction de places de prison. Vous l'aviez annoncé. Oui, mais vous savez que ça prend... Il faut 10 ans. Il faut 10 ans pour construire autant de places. Il faut trouver les terrains, oui, les endroits où on va construire, parce Absolument. que certaines municipalités ne veulent pas de prison. Parfois. Parfois. Chez elles. Mais par ailleurs, il y a des chantiers énormes. Par exemple, mais est-ce que ces terrains sont déjà achetés ou ils sont déjà... je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est, mais en tout cas, par exemple, il a fallu 10 ans pour rénover Fleury-Mérogis, prison que je connais parce que c'est juste à côté de la circonscription dont je suis l'élu. On va livrer bientôt la rénovation de la prison de santé, à Paris. Donc tout ça met du temps. Après, il y a cette surpopulation, il faut construire. Il y a aujourd'hui, il faut toujours le rappeler, il y a 70 000 détenus pour 60 000 places. Donc il faut construire de 10 000 à 15 000 places dans les années qui viennent pour faire face à la question de la surpopulation. Vous m'avez posé une question précise sur la question de la radicalisation. C'est, dans tous les sens du terme, une véritable bombe. Quand vous parlez à tous les spécialistes de cette question, celui de l'islamisme radical, et quand vous parlez avec les surveillants, avec les responsables de la pénitentiaire, ceux qui notamment s'occupent du renseignement, puisqu'on a mis en place ce renseignement pénitentiaire, mais qui monte en puissance. Il faut 5 ans
pour conforter un service de renseignement de ce type. Eh bien, c'est une véritable bombe. Pourquoi? Parce qu'il y a les détenus radicalisés. Alors, ils sont dans des unités spéciales. Il y a un peu moins d'une trentaine de prisons qui accueillent ce type de prisonniers. Il y a 500 détenus qui sont en détention provisoire ou qui ont été condamnés. Il y a au moins 1500 détenus de droit commun en préventive ou condamnés qu'on considère comme radicalisés, avec parfois dans les prisons une organisation, avec des émirs, avec une organisation très fermée, très hermétique. Tous les spécialistes vous disent que ceux qui sont dans ce processus de radicalisation n'en sortiront pas, que ce sont des personnes particulièrement déterminées. Alors que doit-on faire? Et puis je continuer là dans l'analyse, mais que vous connaissez. Il y a ceux qui peuvent revenir évidemment de Syrie ou d'Irak. Il y a surtout les sorties de prison qui sont prévues, puisqu'on arrive à la fin des condamnations. Et je veux relayer par exemple la très grande inquiétude de ce qu'on appelle le milieu ouvert. C'est-à-dire ceux qui accueillent les détenus qui ont purgé leur peine, mais qui doivent être suivis pour réinsérer, et qui sont particulièrement inquiets, parce qu'en plus, ils ont parfois en mémoire ce qui s'est passé à Saint-Étienne du Rouvray. Que faire? Créer des préventions, créer des quartiers réservés aux plus radicalisés? Que faire? Alors, ce mot de déradicalisation que je peux parfois utiliser me gêne. Je crois sans doute à la prévention de la radicalisation, notamment en milieu carcéral, à l'égard des plus jeunes, des détenus de droit commun. Il faut rendre au maximum hermétique le lien possible entre les radicalisés et ceux qui ne le sont pas. Donc sur des quartiers spéciaux et même peut-être des prisons spéciales? Alors c'est un débat, il n'y a pas de vérité. En Grande-Bretagne, c'est ce qu'ils ont plutôt mis en œuvre. Les spécialistes peuvent s'affronter sur cette question-là. Oui, en tout cas, je crois à des petites unités. Aujourd'hui, la plupart de ces détenus radicalisés, pas tous bien sûr, mais la plupart sont concentrés en région parisienne et en nombre. C'est un poids très lourd pour les prisons, pour l'administration pénitentiaire et pour les surveillants. Donc je crois à des petites unités hermétiques, décentralisées, déconcentrées, spécialisées, avec des gardiens. Ils le sont, formés. J'ai rencontré par exemple toute l'unité qui suit ceux qui sont en train d'être examinés, pour voir dans quelle situation sont ces prisonniers, quel est leur processus dit de radicalisation, en sachant qu'il y a l'art de la dissimulation aussi. Donc oui, là, c'est sans doute le dossier le plus compliqué. On est passé, en 2015, il y avait de mémoire 700 détenus qu'on considérait comme radicalisés. En 2015, aujourd'hui nous sommes début 2018, on est à 1500 et on voit bien que ça va progresser. Donc c'est le sujet pour nous, pour d'autres pays européens, majeur. Mais c'est une véritable bombe à retardement, il faut en avoir conscience. Que faire des djihadistes français ou françaises qui ont été arrêtés et qui souhaitent rentrer en France? Faut-il les juger en France? Non. Non, même s'ils risquent la peine de mort en Irak. C'est un des risques, évidemment, mais ils sont en Irak, pour certains d'entre eux. On en parle d'autant plus qu'il y a une Allemande qui a été condamnée à mort. Qui vient d'origine marocaine, qui vient d'être condamnée à mort par la peine de mort existe en Irak. La peine de mort, elle a d'ailleurs été appliquée massivement, ces derniers temps. Mais vous vous rendez compte, si nous disons, nous, à nos compatriotes français, aux Français qui ont subi le terrorisme, parce que il y a eu 2015, et là encore on vient de déjouer un attentat particulièrement grave. Ce matin encore, le procureur Molins le rappelait sur une autre radio. Donc, si on dit aux Français, non, mesdames et messieurs, combattants dans l'État islamique, on va vous juger en France. Venez, on va vous juger en France. Ou demandez à ces pays qu'ils soient extradés pour venir en France. Non. Moi, je pense... On les laisse mourir on les laisse mourir, Manuel Valls. Je reconnais qu'il y a une confrontation juridique, voire quasi philosophique, entre ce que représentent comme danger pour nous ces terroristes et cette question de la peine de mort. Moi, un de mes engagements dans la vie politique, quand j'avais 18 ans, c'était, à travers les plaidoiries de Robert Badinter, contre la peine de mort. Mais vraiment, en lucidité, en réalisme... C'est-à-dire qu'on applique la peine de mort par procuration? Je pense qu'on peut... Je vous pose la question. Je pense qu'on peut intervenir auprès des autorités de ces pays, notamment des autorités irakiennes, pour que cette peine de mort ne soit pas appliquée. Mais c'est déjà extrêmement compliqué. C'est un pays souverain. Puis-je faire une incise? Mais ça va vous étonner. Donc, un Français, je précise, un Français ou une Française condamné à mort en Irak ne doit pas rentrer en France, ne doit pas être jugé en France. Je pense que nous devons... On le laisse ou
on la laisse mourir. Nous devons éviter, laissons la justice irakienne ensuite passer par là, nous devons éviter qu'il rentre en France. Homme ou femme. Quelle que soit l'issue. Quelle que soit l'issue. Homme ou femme, quelle que soit l'issue. C'est très difficile à dire. Homme ou femme, quelle que soit l'issue. Je dis femme, parce que contrairement à ce qu'on raconte, beaucoup de ces femmes sont des combattantes particulièrement radicalisées. Je fais une petite incise, mais sur un sujet qui va vous paraître peut-être un peu étrange, mais vous comprendrez pourquoi je le dis. D'une certaine manière, nous appliquons, sans le dire, une forme de déchéance de la nationalité. J'allais vous poser la question. En l'occurrence, c'est ce que nous sommes en train de pratiquer. Tant combattu, tant critiqué. Parce que comme nous sommes en guerre, ou comme le terrorisme nous fait la guerre, eh bien là, on est dans un moment particulier où je pense que nous devons être intransigeants, très clairs. C'est difficile, encore une fois, à assumer, mais il faut le faire. Il ne faut pas le faire de manière hypocrite. Nous le savons. Nous savons ce qui se passe en Irak. Nous savons quelle est la justice irakienne. Et nous savons aussi la situation particulièrement difficile, par exemple, dans le Kurdistan syrien. Enfin, là où il y a des Kurdes courageux qui, aujourd'hui, subissent les attaques de la Turquie. D'ailleurs, la France doit-elle intervenir auprès de la Turquie? J'imagine qu'elle le fait. La France le fait. Oui, je crois qu'il y a une réunion du Conseil de sécurité. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a justement demandé une réunion du Conseil de sécurité. Mais ces Kurdes qui ont sauvé les Yézidis, cette ethnie, cette religion poursuivie et liquidée, massacrée par l'État islamique, qui ont sauvé ces Kurdes des chrétiens d'Orient, qui ont combattu pour nous, pour nos valeurs, qui ont combattu les terroristes, aujourd'hui sont de manière scandaleuse attaqués par la Turquie. Nous leur devons beaucoup à ces Kurdes, donc il faut les protéger au maximum. Bien, Manuel Valls, projet de loi immigration et asile, d'après ce que vous en savez, assez ferme? Je crois, oui. Oui, je le crois. Oui, assez ferme. Alors, après, il y a des éléments de langage. Vous avez tous utilisé. Humanité et fermeté. Voilà. Humanisme et fermeté. Mais qui disent l'essentiel. Je pense que sur l'asile, nous sommes au clair. Oui. C'est-à-dire, l'idée est de réduire les délais. Nous l'avions fait beaucoup avec l'OFPRA, l'Office qui accueille les réfugiés. Là aussi, il faut les moyens nécessaires pour la cour d'appel, pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais notamment, le sujet principal, c'est l'instruction avant l'OFPRA, c'est-à-dire dans les préfectures. Et là, nous le savons, mais c'est vrai pour la pénitentiaire, comme c'est vrai pour la défense, comme c'est vrai pour la sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, nous avons besoin d'emplois publics. Et dans les préfectures, il faudra plus que la centaine d'emplois publics privés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des stratégies d'évitement, de découragement pour les demandeurs d'asile. Moi, je suis partisan de respecter à la lettre ce droit incontournable, ce droit constitutionnel, ce droit universel qui est l'asile, pour ce qui concerne les réfugiés. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas de débat, c'est une question de moyens, d'organisation, de méthode, pour qu'on donne l'asile à ceux qui fuient la guerre et la torture. Vous appuyez sans hésitation la circulaire Collomb. Oui, bien sûr, moi j'appuie. Sur le contrôle administratif des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. J'étais ministre de l'Intérieur et Premier ministre, mais surtout ministre de l'Intérieur. Vous savez, je pense que chacun est dans son rôle. Et moi, je comprends parfois le discours des associations. Et de fait, je ne suis pas gêné par ce que peuvent dire parfois de manière virulente des intellectuels, des gens engagés. Je pense à Leclésio ou à Yann Moix, encore hier dans Libération. Chacun est dans son rôle. Mais d'ailleurs, je me rappelle quand j'avais osé émettre quelques critiques et quelques doutes, non pas sur le geste généreux, mais sur les conséquences de ce choix, c'est-à-dire celui d'Angela Merkel, d'ouvrir les frontières et de créer un appel d'air de fait des réfugiés, de ceux qui étaient sur la route des Balkans. Elle a commis une erreur. C'est très difficile de répondre à cette question. La chancelière, en conscience, a décidé d'ouvrir les frontières et d'accueillir, sans concertation européenne, ces réfugiés. Elle n'aurait pas dû. C'était un geste. Mais j'avais dit à l'époque que je saluais ce geste et le courage du peuple allemand, mais en même temps que les conséquences pour l'Allemagne et pour l'Europe allaient être particulièrement lourdes. Nous y sommes avec la montée de l'extrême droite, bien sûr, en Allemagne, mais on considère, Gérard Collomb l'a rappelé, qu'il y a à peu près 300 000 déboutés du droit d'asile, Europe de Nord, mais essentiellement venant d'Allemagne, qui peuvent arriver ou qui sont en train d'arriver en France. Je me rappelle à l'époque des condamnations, entre guillemets, morales à l'égard de ce qu'on avait appelé le discours de Munich que j'aurais prononcé. Donc,
aujourd'hui, le président de la République, le gouvernement sont confrontés à cette critique. En revanche, sur l'immigration, moi, ce que je demande ou ce que j'attends, c'est l'immigration illégale. Ce que j'attends, c'est de la clarté. C'est un sujet difficile, on a été tous confrontés à cette question. Mais de quelle politique d'immigration avons-nous besoin? Faut-il accueillir plus d'étudiants? Oui, moi ça ne me gêne pas. J'avais fait abroger la circulaire Claude Guéant. Nous pouvons accueillir des étudiants d'Afrique, venant des pays francophones, d'Amérique latine, d'Asie, c'est l'honneur de la France. Il y a le regroupement familial. Il faut faire attention, mais ça fait partie là aussi de notre droit constitutionnel. En revanche, ceux qui sont sans titre, ceux qui sont sans papier, ceux qui ont été déboutés du droit d'asile, puisqu'il y a peu d'immigration économique, ils doivent être reconduits à la frontière. Et ça nécessite des moyens et une politique particulièrement ferme. Et moi, je pense que notre pays, disons-le, n'a pas besoin d'une nouvelle immigration. Et il faut donc porter clairement ce débat. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a rencontré hier les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne. Il a appelé l'Union européenne à reconnaître rapidement la Palestine comme État indépendant. Est-ce que l'Union européenne doit le faire? Je ne crois pas. Je ne crois pas à des décisions unilatérales qui ne passent pas d'abord par une discussion directe entre la Palestine et les Israéliens, malgré toutes les difficultés que l'on connaît. Non, on ne reconnaît pas aujourd'hui la Palestine comme État. Je ne crois pas que ce serait la bonne solution. Je crois à l'idée... Mais les discussions sont au point mort. Qui doit jouer le rôle de médiateur aujourd'hui? L'Union européenne, plus que les États-Unis? Sans les États-Unis, c'est très difficile d'avancer, même si l'Union européenne a son rôle, et notamment sur le plan financier, puisque l'Union européenne, d'ailleurs comme la France, soutiennent l'autorité palestinienne. Je suis partisan d'un État palestinien et de deux États, l'État d'Israël et l'État palestinien, vivant côte à côte. Mais nous savons que c'est très difficile. Faut-il le reconnaître, l'État palestinien? Mais le reconnaître de manière unilatérale, sans qu'il y ait une discussion entre Palestiniens et Israéliens, cela n'aboutirait à rien. On a critiqué la décision unilatérale des États-Unis concernant l'implantation. Oui, parce que ça n'a pas fait avancer les choses, même si je sais... Et tout le monde sait que Jérusalem est la capitale d'Israël et tout cela, et personne ne va le remettre en cause. Mais toutes les décisions unilatérales ne font pas avancer les choses. Réforme constitutionnelle, on va beaucoup en parler dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous êtes favorable à une diminution du nombre de députés et sénateurs? Tous les candidats, je crois, aux élections présidentielles et aux primaires, j'y étais il y a un an, y étaient favorables. Donc je suis favorable à ce qu'on diminue le nombre de parlementaires à l'Assemblée. Et pas plus de 3 mandats consécutifs? Et tout. Je m'étais engagé dans ce domaine-là. Ça fait partie des discussions, des compromis possibles peut-être entre l'Assemblée et le Sénat. Est-ce que le président de la République, s'il le faut, devra utiliser le référendum? C'est la question. Il y a une discussion aujourd'hui entre l'Assemblée et le Sénat, une discussion entre le président de la République et le président du Sénat. C'est une réforme constitutionnelle qui concerne la place ou l'absence de place pour les anciens présidents au Conseil constitutionnel, qui concerne la magistrature et qui concerne la suppression de la Cour de justice pour les ministres. Là, me semble-t-il, tout le monde est d'accord sur ce sujet. Deuxièmement, il y a une réforme qui n'est pas constitutionnelle, vous l'avez dit, qui concerne la diminution du nombre de parlementaires, voire le non-cumul de mandats dans le temps. Moi, je préfère, aujourd'hui nous sommes dans cette discussion, honnêtement, qu'il y ait un compromis intelligent. S'il n'y a pas de compromis, ça sera de la décision du président de la République. Il est rare, cependant, ça a été fait peu, et une seule fois en 1962, d'utiliser l'article 11. Pourquoi en avoir peur? Moi, je n'ai pas peur du référendum. Mais c'est une façon d'asseoir son autorité, organiser un référendum, le gagner. Oui, mais vous pouvez, le risque de le perdre. Non, mais vous pouvez même faire un référendum après l'accord de l'Assemblée et du Sénat sur une réforme constitutionnelle. J'imagine que le président de la République, engagé dans la discussion, souhaite pour le moment poursuivre ces discussions et pas menacer le Sénat tout de suite d'un référendum. Mais faire approuver par les Français une réforme aussi importante, avec des vraies conséquences, oui, ça me semble toujours possible. J'ai une dernière question. Vous avez vu le président de la République très actif hier avec des chefs d'entreprise venus du monde entier avant Davos. Est-ce que la France était dans l'ombre avec François Hollande et dans la lumière aujourd'hui avec Emmanuel Macron? Non, bien évidemment. Non, mais on a l'impression maintenant. Oui, mais c'est cette impression. Je vous entendais il y a un instant annonçant cette émission, l'ancien et le nouveau monde. Je suis le trait d'union, mais il y en a d'autres. Emmanuel Macron était. C'était l'ancien monde et le nouveau monde. Oui, mais Emmanuel Macron y était aussi. Jean-Yves Le Drian aussi. Gérard Collomb aussi. Nicole Belloubet aussi, etc. Non, ce qui me paraît important, c'est qu'on poursuive de manière extrêmement déterminée ce qui avait été initié, c'est-à-dire de tout faire pour l'attractivité de la France, pour l'investissement
des grandes entreprises étrangères dans notre pays. L'image de Emmanuel Macron y contribue évidemment beaucoup. La France a une belle image au plan mondial, mais nous avons besoin encore de rendre notre économie, nos entreprises plus compétitives. C'est pour ça que j'ai soutenu les réformes concernant le travail en 2016 comme en 2017. Il y a, je crois que vous receviez ce matin Amélie Montchalin, il y a aussi des propositions pour tourner l'épargne vers les PME. Pour tourner l'épargne vers vers l'investissement. Et ça me paraît, et donc les PME, parce que ce sont elles qui créent d'abord l'emploi, ne l'oublions jamais, ça me paraît une piste tout à fait essentielle. Donc, ce qui a été engagé, notamment depuis 2014, avec le soutien aux entreprises, le pacte de responsabilité, le soutien aux petites boîtes, doit être poursuivi, parce qu'il en va tout simplement de l'emploi. Sans entreprise, on ne crée pas de richesse, et sans richesse, on ne crée pas l'emploi. Et c'est quand même la première préoccupation des Français, sans oublier la formation des salariés. Sinon, on aura beaucoup de postes qui resteront vacants. Merci Manuel Valls, 8h57 RMC BFM TV.